RTL Petit Matin de l'été, 5h, 6h30 avec Peggy Broche. Bonjour tout le monde, comment ça va ce matin? J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Merci d'avoir choisi RTL pour vous réveiller. Pleinement mes deux acolytes, Charlotte Méritant, bonjour. Bonjour Peggy. Vous chantez très bien. David Buron, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour Quelle à tous. belle voix. Ah là là. Merci. On s'est entraîné toute la nuit. Oui, bah voilà, il a fallu ça au moins. Il est loin d'être carré et pané, vous me dites. Ouais, d'accord. Le poisson, merci, ouais. merci Charlotte. Vous l'avez reconnu. C'est facile aujourd'hui. Non, pas Charlotte. Mais Charlotte, non, elle l'a pas. si, mais j'ai la voix, mais je vous ai déjà dit, je suis hyper nulle pour Chanter. trouver. Non, mais je connais cette voix. Je viens de vous donner un indice. Un indice un peu tordu, ce n'est pas un célèbre joueur de foot. Non mais Johnny Hallyday avait confondu, vous vous souvenez? Ah oui, d'accord. On s'arrête là pour l'indice, mais je crois que ça n'a même pas aidé Charlotte, Mais a non. priori. Oh là là. Bon réveil tout le monde, 5h17. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 6h30. Pardon. Axeline qui est à la technique avec Nicolas au moment où je dis j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Elle me regarde, elle me fait signe non, pas du tout. Ça va Axeline? Ouais, d'accord. Il faut que ça aille parce que c'est elle en plus qui vous met tous les extraits des musiques de films que vous... Pourquoi David fait un pouce en bas? Ah mais fallait pas le dire ça, Charlotte. Mais vous savez qu'on est filmé sur cette émission, David. Non mais c'est vrai qu'il y a un refrain qui est très entraînant dans cette musique. Je sais pas si on dit un refrain quand il n'y a pas de parole d'ailleurs. Mhm. Et là on l'a loupé, donc voilà, moi, c'est dommage. Ah le voilà. Voilà. Là on va pouvoir repartir dans le futur. Ça va, tout le monde est content ce matin? Qu'est-ce qu'il vous faut? Et là, je vois la scène en fait dans Ghost où ils sont en train de faire de la poterie, les mains mélangées. Bon, bref, il faut aller voir le film, Mais absolument. ça fait référence à quoi la poterie d'ailleurs? J'ai jamais compris cette scène, moi, Peggy. Mais non, on n'est pas là pour faire une critique ciné, David. Il est 5h30, ça suffit. Dans 6h, on va se faire un petit flop ciné, comme chaque jour avec David. Un indice sur le flop ciné du jour, à part qu'il y a encore Harrison Ford sur qui vous... Bah non, mais j'aime bien Harrison Ford. Non, mais il a une carrière tellement riche. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est pour ça qu'il revient souvent dans les chroniques. Non, un autre indice, le film dont je vais vous parler a fait l'objet d'une suite en 2017. Une suite tardive. Ah oui? Mais il y a eu une suite en 2017, ouais. Ah, ça y est, Ok. vous l'avez? Non, je pense Ah pas bon en fait. Peut-être si. Vous me direz. Oui, Ouais, bon, bah vous Charlotte, verrez. on va s'arrêter là. Vous réfléchissez, vous nous direz quand vous l'aurez vraiment. Ça marche. RTL Petit Matin les plus beaux flops du cinéma. avec David Buron. David, tout au long de l'été, vous nous parlez de ces films maudits, ratés, qui n'ont pas eu de chance, en tout cas, qui n'ont pas eu le succès escompté, mais qui sont quand même restés dans les mémoires. Et ce matin, même Charlotte l'a deviné, je vous parle de Blade Runner. Et oui. Attendez David, Blade Runner avec Harrison Ford, c'est un film culte, marqué, ça fait peut-être longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je sais pas, je comprends pas. Surtout, la grande question, Peggy, avec Blade Runner, c'est quelle version vous avez vue? Ah bon, parce qu'il existe plusieurs versions? Ah oui, il y a la version projetée lors des tests, la version sortie en salle aux États-Unis, la version sortie en Europe avec un peu plus de scènes d'action, les différentes versions exploitées par Warner au fil du temps à mesure que le film devenait populaire. Ah oui. Alors, si mes calculs sont bons, il existe au moins 7 versions de Blade Runner, polar futuriste signé Ridley Scott, adapté d'un roman de Philip K. Dick, sorti sur les écrans en juin 82. Attendez, laissez-moi deviner ce qui s'est passé. Tournage chaotique, dépassement de budget, film repris en main par la production, c'est à peu près ça j'imagine. C'est presque ça, Peggy, chapeau. Alors c'est vrai que le tournage de Blade Runner a été très compliqué et mériterait à lui seul une chronique. Lorsqu'il se lance dans cette aventure en mars 81, Ridley Scott est tout auréolé du succès de son précédent film, Alien, déjà un grand film de science-fiction. Seulement Blade Runner est le premier film que le Britannique tourne sur le sol américain. Et sa manière d'être et sa manière de faire s'accordent mal avec les habitudes des équipes locales. Aux États-Unis, il faut le savoir, les choses sont très encadrées sur les tournages. Les syndicats sont très présents, c'est moins bohème qu'en Europe si vous voulez. Alors quand Ridley Scott exige de tourner pendant des heures et des heures, la nuit, sous des trompes de pluie artificielle, parce qu'il fait nuit et il pleut tout le temps dans Blade Runner, les esprits s'échauffent vite. C'est clair. Au bout d'un moment, toute l'équipe arbore des t-shirts où il est écrit « Ridley Scott va te faire voir », mais en moins poli. Ce à quoi Scott réplique en abordant un t-shirt « La xénophobie, c'est pas bien ». Même Harrison Ford, qui à l'époque est une star montante, finit par se fâcher et par ne plus adresser la parole à Ridley Scott. Mais du coup, ce sont tous ces quoi qui expliquent les difficultés lors de sa sortie? Non, alors le tournage est dantesque, mais Ridley Scott est un réalisateur
réalisateurs visionnaires, tout le monde a le sentiment de participer à une grande entreprise. Non, le premier problème, c'est que lors des projections test, le public et les producteurs ne comprennent rien au film. Mais alors, strictement rien. Cette histoire de détective déprimé qui poursuit des androïdes, alors ici appelés des réplicants, dans un futur sombre et sale, ravagé par la pollution, ça les fait pas sauter au plafond. Les producteurs reprennent donc le film en main. Ils obligent Harrison Ford à enregistrer une voix off qui vient expliquer ce qui se passe tout au long du film. Alors Ford trouve ça nul, mais il est obligé de le faire. Et surtout, alors ça c'est un truc complètement dingue, des plans sont ajoutés à la fin du film pour suggérer un happy end. On voit les deux héros partir en voiture sous un beau ciel bleu et circuler à travers des paysages verdoyants. Mais en fait, ce sont des plans d'ouverture non utilisés du film Shining, sorti 2 ans plus tôt. Des chutes que Kubrick a laissées derrière lui et qui tranchent avec le ton et le style global de Blade Runner. C'est du grand n'importe quoi. Bon, et quel est le deuxième problème ? Eh bien, le deuxième problème, Peggy, il mesure 90 cm, il est tout fripé et il aimerait bien qu'on l'aide à rentrer chez lui. De quoi vous parlez, David ? J'ai pas compris. Attendez les filles, est-ce que cette musique vous évoque quelque chose ? E.T. Maison. Ah oui. Exactement, ouais. Quel rapport? Encore une musique de John Williams. Eh ben, quel rapport, Charlotte ? 2 semaines avant Blade Runner, E.T. de Steven Spielberg sort sur les écrans et c'est un triomphe critique et public. E.T. éclipse totalement les autres productions et devient le film le plus rentable de tous les temps. Il ne sera battu que 11 ans plus tard par Jurassic Park de Spielberg, là encore. Donc difficile dans ce contexte pour Blade Runner, autre film de science-fiction mais complètement différent, d'autant plus que la version tronquée par le studio est littéralement assassinée par la critique. Aux États-Unis, le film ne rentre pas dans ses frais, il n'y a qu'en Europe que le public semble l'apprécier un peu. Non mais alors, expliquez-nous comment Blade Runner est devenu un film culte et pourquoi a-t-il fait l'objet de toutes ces versions dont vous nous avez parlé, je comprends pas. Eh bien c'est grâce au public, Peggy, aux fans de science-fiction d'abord, puis aux cinéphiles en général, qui avec le temps confèrent à Blade Runner un statut de pionnier, de précurseur. Certes, la version sortie en salle en 82 n'est pas conforme dans sa narration à ce que voulait Scott, mais l'esthétique du film, ses décors, sa photo, son ambiance sont extraordinaires et seront maintes fois copiés. Alors, surfant sur ce mouvement, Warner donne à partir des années 90 les moyens à Scott de retravailler sur Blade Runner, de refaire le montage, de supprimer la voix off, de retourner des scènes même. Et en 2007, à l'occasion des 25 ans du film, une version définitive, conforme à la vision du réalisateur, sort en salle. Mais attendez, il y a une suite aussi, il me semble. Exact, Peggy. Blade Runner 2049 avec Ryan Gosling et Harrison Ford, de nouveau. C'est sorti en 2017 et là aussi, ça n'a pas très bien marché. Je crois qu'il y a Charlotte qui l'a vu, mais... Oui, j'étais la seule dans la salle. Voilà, vous étiez 3 à peu près. Non, c'est faux en plus. Alors bon, ce pauvre Blade Runner 2049, est-ce que comme pour l'original, le temps lui donnera raison ? Rendez-vous dans 20 ans. Bon, vous y êtes allée, Charlotte, parce qu'il y avait Ryan. Non, parce que des copains m'ont poussé, m'ont forcé en fait. Ah d'accord. Mais je vous avoue que je suis pas sûre d'avoir bien compris le film et c'est assez con. Ah, comme le premier finalement. Ouais, comme le premier finalement. Ah ouais, puis si vous n'avez pas vu le premier, ouais, ça devait être compliqué, j'imagine. Effectivement. Bon, bah, on va attendre 20 ans. Hein, Voilà, c'est ça, Ouais. on verra. Merci David, 5h53 sur RTL. RTL Petit Matin, Les plus beaux flops du cinéma. Allez, on vous donne un petit exemple, avec ou sans David. Alors, la suite de Blade Runner sortie en 2017, avec ou sans Harrison Ford ? Avec. Bravo Charlotte. Ben oui, Charlotte est celle qui l'a vu, donc elle peut vous le dire. Oui, en Ryan plus. Gosling. En fait, Peggy n'a retenu que Ryan Gosling. Oui, c'est je vrai, crois. exactement. J'étais en train de réfléchir. Merci Charlotte. Ça vous fait danser, David. Hein. Oui, ouais, c'est pas ça que ça fait penser aux balles musettes, tu sais, aux Je vois ça. choses Parce d'enfant qu'en un fait, peu, quoi. Et vous- si on peut le voir en vidéo, il est en train de se secouer, vous savez, comme s'il dansait justement du bal-musette. Est-ce que cette musique, elle engendre pas un espèce de mouvement de tête hyper automatique, automatiquement dès qu'elle démarre? Ouais, si, Genre, c'est vrai, Charlotte, ouais. enfin, Pas que la tête pour David, a priori. RTL Petit Matin, Le Conso Conseil. avec Charlotte Méritant. Et Charlotte, aujourd'hui, vous nous parlez des pièges téléphoniques les plus répandus et vous nous dites comment les éviter. Imaginez, Peggy, cette situation angoissante. Nous sommes un vendredi. Vous avez participé au grand jeu de l'été sur RTL. Il est 6h25. Vous attendez l'appel de Peggy Broche. Le téléphone sonne, mais pas de Peggy au bout du fil. Une autre voix féminine. Avez-vous utilisé les droits de votre compte personnel de formation ?
Non, ras-le-bol du démarchage intempestif et des oui. arnaques téléphoniques. Je vous ai donc préparé un top 4 de ces arnaques et quelques conseils pour vous en prémunir. Alors c'est clair, ça n'arrête pas. J'en reçois 15 par jour des appels comme ça, mais c'est tout le temps. Ouais, 15 par jour, vous êtes peut-être un peu marseillaise quand même, Peggy. Non. Mais sachez que selon les données de l'opérateur Orange, on en recevrait en moyenne 13 par mois. Alors il y a plusieurs types de spam et d'arnaques parmi ces appels, et notamment du démarchage téléphonique assez classique dans le but de vous vendre un service. Oui, du type me vendre des travaux pour isoler mon appartement par exemple. Alors normalement, ce démarchage-là, pour des travaux de rénovation énergétique, il est interdit depuis 2020, mais malheureusement, vous avez raison, certains en sont encore victimes. Ça peut être aussi du démarchage pour vous faire souscrire une assurance, changer d'opérateur téléphonique. Alors sachez que ces offres sont rarement intéressantes. Si vous voulez changer d'assurance, le mieux, ça reste de vous renseigner par vous-même, sans pression. Donc le seul conseil qui vaille dans un cas comme ça, c'est raccrocher automatiquement ou après une formule de politesse, non merci, au revoir. Mais ça, ce sont pas à proprement parler des arnaques. C'est légal ou non? En fait, parfois, c'est vrai que c'est juste une tentative un peu insistante pour vous vendre quelque chose. Mais parfois, il y a vraie arnaque. Celle à la mode, je vous en parlais en intro, c'est l'arnaque au compte personnel de formation. Ah oui, alors on nous dit souvent si on n'a pas utilisé nos droits d'ici décembre, ils seront perdus, c'est ça? Oui, c'est complètement faux. Les droits CPF ne se perdent pas. Ils se comptent en euros. Ils s'accumulent chaque année quand on travaille pour nous permettre de faire des formations. Et l'arnaque, c'est de vous appeler pour vous proposer des formations bidons. À l'arrivée, vous allez débloquer vos droits. L'escroc touche l'argent de votre compte CPF et vous n'avez rien. Là, je vous ai parlé de pièges téléphoniques où on vous appelle avec des numéros classiques pour vous embobiner. Ouais. Mais il y a aussi les cas où l'arnaque, c'est carrément de vous faire rappeler un numéro. Ah, ça, c'est l'arnaque au numéro surtaxé? Tout à fait. Elle se décline généralement sous deux formes. Soit un SMS, vous avez un colis en attente ou vous avez gagné un jeu concours. Il faut rappeler le 08 quelque chose pour en savoir plus. Ouais. Ou alors, ça peut être un appel en absence qui raccroche au bout d'une sonnerie. Là, vous rappelez et on vous invite à rappeler encore un autre numéro. Soit un 08, soit un numéro à 4, soit un numéro à 6 chiffres. Et bien ça, c'est un numéro surtaxé qui va vous coûter plusieurs euros la minute. Au bout du fil, vous avez un robot vocal souvent dont le seul but est de vous garder en ligne ou de vous faire rappeler encore et encore pour dépenser plus d'argent. Alors comment faire si on s'est fait prélever des centaines d'euros à cause de ces numéros surtaxés? La première chose à faire, c'est de savoir qui vous a arnaqué. Et pour ça, il existe un annuaire inversé des numéros surtaxés. Ça s'appelle infosva.org. Grâce à ce site, vous saurez qui exploite ce numéro et donc à qui adresser une demande de remboursement. Et en parallèle, vous demandez un remboursement à votre opérateur téléphonique. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui vous prélève et sur chaque appel surtaxé, il touche une somme d'argent. Ah oui. Selon une enquête du site Signal Arnaque, c'est environ 25% des recettes de ces numéros surtaxés. Et d'ailleurs, sachez qu'on ne peut pas vous facturer plus de 300 euros par mois d'appels surtaxés. Normalement, au-delà, votre téléphone est bloqué. Donc si c'est pas le cas, vous faites une réclamation. Et est-ce qu'il y a un moyen de se protéger de tous ces pièges téléphoniques Oui, maintenant, chaque opérateur a l'obligation de proposer un service qui bloque l'appel de numéros surtaxés. Vous pouvez aussi vous inscrire à Blocktel, c'est un service de l'État qui permet d'empêcher les appels des démarcheurs, mais visiblement il ne serait pas suffisamment efficace. Ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps, donc sinon j'ai deux applications à vous conseiller pour renforcer la protection de votre téléphone contre les appels malveillants. Ça s'appelle Orange Téléphone, ça a été mis en place par des salariés d'Orange, mais c'est une application tout à fait gratuite. Et Truecaller, elle aussi, elle est gratuite, Truecaller. Vous pouvez les télécharger sur votre téléphone. Heureusement que vous êtes là, Charlotte. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on ferait sans vous ? Le conseil conso de Charlotte, c'est à retrouver chaque jour sur RTL à 6h20.